Juin 2018, j'ai 27 ans et j'attends l'appel le plus important de ma vie. Depuis 6 mois, je travaille sur la vente de ma start-up, valorisée alors plus de 10 millions d'euros. Jean-Charles Kurdali, bonjour. Vous êtes dirigeant cofondateur de Fetch, start-up qui a le vent en poupe. Et cet appel, c'est le moment de vérité. J'ai pas de plan B, il faut absolument que je vende l'entreprise. Il y a donc deux options possibles. Soit je vends l'entreprise, je deviens multimillionnaire à 27 ans et je suis considéré comme un winner. Soit je ne vends pas l'entreprise, je récupère zéro et je suis considéré pour certains comme un loser. Laissez-moi vous raconter comment et pourquoi j'en suis arrivé là. Et pour cela, il faut que je revienne en 2014, là où cette aventure entrepreneuriale a commencé. 2014-2015, partie 1. D'étudiant ordinaire à CEO. Du coup, on est en 2014, j'ai 23 ans, je suis un plutôt mauvais étudiant en réalité. Ça fait quelques années que je me suis complètement dissocié du système scolaire. Je me suis construit ma propre éducation, notamment grâce à l'époque au poker en ligne. Et je me retrouve malgré moi un peu forcé, notamment par des pressions familiales, à suivre un BTS en comptabilité qui me plaît pas du tout en réalité. Et ce qui est intéressant pendant cette période, c'est que grâce à un stage en entreprise que je détestais, où je ne faisais rien de particulier, je tombe par hasard sur ce monde de l'entrepreneuriat grâce à des forums, à des personnes comme à l'époque Olivier Roland. À ce moment-là, le poker commençait un peu à moins me plaire. Ça faisait des années que je jouais, j'avais commencé vers 16 ans, donc ça faisait presque 7 ans. Et je cherchais quelque chose d'autre, sachant que j'avais certainement pas envie d'être salarié. C'est quelque chose qui était profondément ancré en moi depuis l'adolescence, ce désir de liberté, de créer mes propres projets. Et rapidement, je commence à m'intéresser du coup à ce qu'il se passe dans ma ville. Je suis originaire de Nancy et je tombe sur un site qui référence des différents projets de jeunes entrepreneurs. Et il se trouve qu'il y avait un entrepreneur à Nancy qui développait un projet de start-up. Et du coup, moi, je ne connaissais pas du tout ce milieu, si ce n'est grâce à The Social Network, qui était sorti quelques années auparavant, donc le film qui retrace l'aventure de Facebook. J'ai contacté ce mec, et rapidement, on s'est rencontrés, et on s'est dit donc qu'on pouvait potentiellement travailler ensemble sur son projet qui était au stade initial. Et ça a été ma première aventure qu'on va appeler entrepreneuriale, en tout cas mon premier projet. Pendant 6 mois, j'ai travaillé avec lui. En réalité, a posteriori, c'est comme souvent, si vous êtes entrepreneur, vous comprendrez ce que je vais vous dire, c'est qu'on n'a pas vraiment travaillé en réalité. On a fait pas mal d'erreurs, on a beaucoup procrastiné, on a fait plein de tâches qui étaient du simuli de travail, mais pas vraiment des choses qui faisaient vraiment avancer un business à ses débuts. Et ça, je m'en suis rendu compte assez tard en réalité. Pour vous donner quelques exemples, on faisait les classiques de l'époque, donc on cherchait un associé technique en écumant les startup week-ends. On passait énormément de temps à faire des business plans, à rencontrer des gens dans des sphères publiques ou privées qui n'avaient rien d'entrepreneur. On faisait des apéros, des networking, enfin, toutes ces choses en fait qui donnent l'impression d'avoir la carte entrepreneur, mais qui ne peuvent pas plus nous éloigner de ce qu'est l'entrepreneuriat. Donc on fait ça pendant 4 à 6 mois, et un jour de l'été 2014, je tombe sur la chaîne Startup Food, qui était la chaîne YouTube de The Family, qui va avoir un énorme impact dans les années 2010 en France pour éduquer le monde des startups, notamment par l'intermédiaire d'Oussama Ammar, son célèbre cofondateur, maintenant hôte de Sans Permission. Et donc pendant cette période, je découvre en fait ces vidéos et un nouveau monde, surtout pour moi. Je me rends compte à ce moment-là que tout ce que j'étais en train de faire avec ma startup, en tout cas mon prémisse de projet, était à côté de la plaque, qu'on n'avait pas les bonnes pratiques, qu'on ne faisait pas les choses dans le bon ordre, qu'on n'avait pas les bonnes intentions et les bonnes motivations. Et donc on finit, pour diverses raisons, d'arrêter ce projet donc au courant de l'automne 2014. Et moi, je continue donc en parallèle à étudier, à voir des vidéos d'Oussama, à m'imprégner vraiment de cette mentalité de start-up qui est tout nouveau pour moi à ce moment-là, encore plus avec l'angle que propose Oussama qui est très innovateur pour l'époque, sur un marché français qui était démuni d'éducation, démuni de bonnes pratiques. Et juste pour vous remettre dans le contexte de l'époque, pour vous rendre compte à quel point le monde a changé, quand on parlait d'une start-up qui levait 3 millions d'euros, c'était quelque chose d'énorme. Au début des années 2010, même au milieu des années 2010, une levée de 3, 5, 10 millions, c'était exceptionnel. C'était très rare. Il n'y avait pas du tout d'éducation sur le marché des start-up. Il y avait moins de fonds d'investissement. Il n'y avait pas de success story. On n'était pas à l'aube des podcasts et des chaînes YouTube d'entrepreneurs. Enfin, vraiment, c'était le niveau zéro, en tout cas le niveau de départ. Et il a fallu du coup notamment des acteurs comme The Family pour pouvoir éduquer l'écosystème. Donc le temps passe et on se retrouve début janvier 2015 à la veille des attentats de Charlie Hebdo. Il se trouve que ce jour-là, je vais au cinéma voir un film qui s'appelle A Most Volunteer avec notamment Jessica Chastain et Oscar Isaac comme acteurs. En gros, le pitch du film, c'est que c'est un entrepreneur dans l'import-export de pétrole qui vit à New York et qui se retrouve dans des affaires qui m'échappent. Là, ça fait longtemps que j'ai vu le film. Mais je ne sais pas comment vous dire. Je suis rentré chez moi le soir-là. Je suis allé me coucher vers 23h minuit et en plein milieu de la nuit, j'ai été pris d'une fringale, une énorme envie de manger et j'ai fait une connexion à ce moment-là entre
la livraison, en fait, eux faisaient l'impression avec le côté livraison et le fait d'avoir faim. Du coup, j'ai pensé à nourriture et j'ai fait la connexion du coup livraison-nourriture. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, mais j'aurais tellement aimé à ce moment-là me faire livrer un plat d'un des restaurants préférés à Nancy. Et c'est de là qu'arrivait donc l'idée de ma start-up à l'époque qui s'appelait Fetch et qui est donc une start-up de food delivery. Donc, aujourd'hui, vous connaissez certainement Uber Eats, Deliveroo, ce genre de service. En 2014-2015, c'était peu connu en France. Ça commençait seulement à se développer dans les pays anglo-saxons. Et j'ai eu cette idée, alors qui me paraît révolutionnaire, en tout cas cette idée de développer ce business. Et la première chose que j'ai faite à ce moment-là, ça a été de prendre mon ordinateur en plein milieu de la nuit et pendant 2 heures de taper tout ce qui me venait par la tête sur ce business potentiel. Donc les idées que j'avais, les problèmes que je voyais potentiellement. Et ce document, je me suis rendu compte en plus avec le temps qu'il était encore relativement pertinent plusieurs années après. Et voilà, c'était vraiment les prémices de cette aventure. Le lendemain, je me lève, il y a les attentats de Charlie Hebdo, donc ça devait être autour du 6 janvier 2015 de mémoire, ou le 7 janvier. Et je commence à faire mes recherches, voilà, je me dis quel est le marché, moi je ne connais pas du tout les acteurs à ce moment-là de ce milieu, je ne sais même pas s'il y a des gros acteurs en France. Il se trouve qu'il n'y avait pas grand monde, hormis Resto In, un acteur historique du milieu des années 2000. Et je commence doucement à travailler là-dessus pendant la semaine. Et surtout, ce que je fais, c'est qu'à ce moment-là, je propose à mes amis du lycée, que j'ai perdu de vue, mais en tout cas j'ai encore un peu en contact certains d'entre eux, d'organiser une soirée le vendredi de la même semaine, donc genre 3-4 jours après. Je leur propose de se rencontrer. Et en fait, l'idée que j'ai derrière la tête, c'est notamment de pouvoir pitcher cette idée à mon groupe d'amis, et notamment à un ami en particulier, que j'avais encore en contact depuis quelques années et donc j'avais beaucoup de respect et avec qui j'avais envie potentiellement de travailler sur un projet si j'avais un projet d'envergure un jour. Donc voilà, il y a cette soirée qui se déroule, je me retrouve avec mes amis, on boit des bières et là je leur dis les gars j'ai un projet et je leur pitch du coup cette idée. Donc j'aimerais pouvoir proposer un service de livraison de restaurants à Nancy. Ce serait trop bien de pouvoir se faire livrer les meilleurs plats, des meilleurs restaurants, de nos restaurants préférés. Il n'y a personne qui le fait. C'est accessible, apparemment il y a des acteurs qui se développent à l'étranger, voilà, je leur fais le pitch, certains sont dubitatifs, voilà, il y a des objections, des gens qui ne sont pas entrepreneurs, qui voient tous les mauvais côtés, des gens qui ne sont pas forcément emballés, mais la personne que je ciblais pour le coup est intéressée et on se met d'accord pour se voir le lendemain dans un café, on en parle à nouveau longuement pendant plusieurs heures et il me dit vas-y go, ça m'intéresse, j'ai envie de faire un projet. Et c'est comme ça, du coup, que je me suis associé avec mon premier cofondateur, donc quelques jours seulement après avoir eu mon idée. Et la grande différence qu'il y a pu avoir avec mon premier projet qui a été avorté, c'est que cette fois-ci, en plus d'avoir un associé, je suis directement allé sur le terrain. Je ne suis pas développeur, il n'y avait pas d'outils spécialement no-code à l'époque. Mon seul moyen d'apporter de la valeur et de faire avancer ce business, c'était d'aller rencontrer les gens. Et alors, moi, en l'occurrence, ça a été d'aller rencontrer les restaurateurs. Donc, je me souviens très bien, on est donc le lundi suivant, donc une semaine après avoir eu l'idée, même pas. Et je me pointe dehors, il y a de la neige, il fait très froid, il fait moins 2, moins 5, moins 10. Et je suis avec un bout de papier, un sondage que j'ai créé sur Google Forms, à essayer de rentrer dans un restaurant. Donc imaginez-vous, vous êtes néo-entrepreneur, vous avez un pauvre Google Form, un pauvre bout de papier qui vous donne un prétexte pour parler à un restaurateur. Historiquement, les restaurateurs, moi, c'était des gens à qui je parlais quand j'allais au resto. Je ne me pointais pas à 13h30 dans un resto pour demander de discuter avec le patron. Donc, première fois de ma vie que je démarche, je me souviens à quel point j'étais stressé ce jour-là. Et ce qui est dingue, en fait, dans cette première journée vraiment d'entrepreneuriat concret, c'est à quel point, entre le matin et le soir, il y a une telle différence. C'est que le matin, je suis pétrifié, j'ai peur, je stresse. Le soir, j'ai réussi à démarcher 10-15 restaurateurs. Je me suis rendu compte que c'était tout à fait possible. Et encore même mieux, la restauratrice d'un Mezzo di Pasta, donc une chaîne de pâtes, me propose, lors de notre premier échange, d'investir dans le projet. Elle me propose une somme d'environ 30 000 euros. Elle me dit, voilà, c'est génial ton idée. Moi, j'ai envie de m'engager, j'ai envie de pouvoir investir mes sous et ton projet est top. Et elle me propose comme ça 30 000 euros. En fait, l'histoire fait que... on n'a pas pris cet argent finalement, mais c'était dingue en fait d'apprendre à démarcher et d'avoir même un des partenaires potentiels qui propose d'investir dans son entreprise. Partie 2, 2016, l'entrepreneur le plus connu de ma ville. On est 18 mois plus tard et ma vie a complètement changé. Donc je vous disais, j'étais le gars qui démarchait pour la première fois des restaurateurs et en 18 mois, on a monté un business dans notre ville à Nancy qui a pris des proportions énormes. C'est qu'en fait, on est devenu très vite la référence dans la livraison de restauration.
mais même la start-up et l'entreprise de la région avec la plus forte croissance et le plus de visibilité. Ça a été complètement dingue, parce qu'en fait, il faut se rendre compte, on a un business qui a pignon sur rue, parce qu'on a des livreurs du coup, qui naviguent, qui roulent dans les quatre coins de la ville. On est partenaire avec la majorité des restaurateurs connus, donc des gens qui sont très connectés. Et on est en B2C, donc on s'adresse à vous et moi, des particuliers qui commandons à manger. Donc on touche énormément de monde et on a été capable, pendant ces premiers mois, cette première année, à faire du guérilla marketing, du marketing un peu de fondateur sans trop d'argent. On n'avait même pas 1 000 euros qu'on a mis pour commencer ce projet et on a été capable donc, de créer une première ville qui faisait des centaines de livraisons après un an tous les jours. On a vécu des histoires de dingue. On a commencé à faire les livraisons par nous-mêmes, à prendre le vélo pendant quelques temps. On s'est rendu compte que c'était hyper fatigant. Donc après, on a recruté des livreurs. On ne savait pas trop qui recruter. Du coup, on a travaillé avec des étudiants. Il se trouve que finalement, les étudiants, ça a été notre source numéro 1 de livreurs et même ce qui nous correspondait le mieux, en fait, plutôt que de prendre des gens qui faisaient des fins de mois difficiles avec la livraison. On préférait des gens qui ne dépendaient pas de notre rémunération, de nos services. Et donc, on a travaillé plutôt avec des étudiants. Au début, on n'avait pas de bureau, donc on a acheté un local, une espèce de garage que mes associés ont retapé. Et c'était complètement dingue parce qu'en fait, on commençait, moi, les journées le matin, il était peut-être 8 h du matin, je commençais à travailler sur mon ordi. Vers 11 h, j'allais voir les restaurants, les partenaires ou les futurs partenaires. Ensuite, il fallait continuer à travailler, plutôt faire du marketing ou du commercial, des partenariats, encore une fois, l'après-midi. Et autant le midi que le soir, on avait la gestion des shifts. Donc on gérait pendant plus d'une année, avant d'avoir des employés, on a géré le service client. Donc vous vous imaginez, en fait, les services de livraison, du coup, il y a des gens derrière qui gèrent le service client. Et au début, quand on lance une boîte et qu'on n'a pas les moyens, et que tout est nouveau, ce sont les fondateurs qui font le service client. Donc midi et soir, tous les jours de la semaine, moi et mes associés, on s'est relayés dans le fameux garage. Voilà, c'était très, très rock'n'roll cette première année. En tout cas, ça nous a permis, sans moyens financiers de départ et sans levée de fonds, de passer on a un petit projet dans notre tête et moi avec mon petit bout de papier, à un vrai business qui tourne avec du chiffre d'affaires, des centaines de livraisons, des centaines de clients par jour. Et ça a été exceptionnel. On se retrouve donc, 1 an et demi plus tard, donc été 2016, avec cette boîte qui tourne, cette première ville. J'ai envie qu'on puisse accélérer et donc pour ça, on va devoir lever des fonds. Donc à ce moment-là, je rencontre des investisseurs, il y a ce qu'on appelle des business angels, donc des individus qui investissent dans les startups qui commencent un petit peu à naviguer autour de nous. J'en contacte certains, j'en ai d'autres qui me contactent, je commence à faire des rencontres, des pitchs. Et en parallèle, je n'ai pas envie d'attendre à ce moment-là. Je vois que le marché est là, il y a une demande. On arrive à déployer notre service dans la ville. Et donc je me dis, pourquoi pas, on est à Nancy, pourquoi pas ouvrir Metz, qui est à 50 km, qui est une ville de la même taille que Nancy, à peu près 100-150 000 habitants. Et en fait, je me suis dit, ça coûte au final qu'un billet aller-retour de train pour moi de me pointer, de trouver des restaurateurs partenaires avec qui mettre le service en place et de recruter les premiers livreurs. Et donc là, il se passe un truc hyper intensif dans ma vie. C'est que là, littéralement, tous les jours, de 8 h à 23 h, pendant 2 mois, je navigue entre Nancy, où il faut gérer les opérations, gérer les livraisons avec mes associés. Je prends le train pour aller à Metz, je signe les restaurateurs, je fais du porte-à-porte. Ils ne me connaissent pas, et en même temps, ils connaissent un petit peu parce qu'à Nancy, ils ont entendu parler de restaurateurs qui parlaient de nous. Ils ont vu la presse aussi, la presse locale, vu qu'on partage les mêmes gros quotidiens. Je signe des restaurateurs, je commence à chercher des livreurs en faisant des publicités sur Facebook à l'époque pour recruter des livreurs. Je les rencontre, je gère le marketing aussi sur Metz pour faire un pré-lancement. Donc voilà, on gère tout de front. Tout en parallèle, on lève des fonds, en tout cas on travaille sur cette levée de fonds en plein été, on fédère une quinzaine, vingtaine de business angels qui font partie notamment d'un groupe d'investisseurs à qui je pitch. Je me souviens très bien la première fois que j'ai pitché devant ces personnes. On avait énormément de business angels individuels qui nous contactaient. Je préférais à cette époque-là plutôt parler à un gros interlocuteur et quelqu'un qui gère pour nous, d'une certaine manière, en fait, le fait de fédérer des invests. Donc on avait rencontré ce groupe d'investisseurs qui nous propose, comme on était pressé, de passer le lendemain du jour où je le rencontre. Sauf qu'à ce moment-là, moi, je n'ai pas préparé ce qu'on appelle le pitch deck, une présentation de sa startup, et je suis très mauvais à ça. Du coup, j'ai passé la nuit et le jour du lendemain à préparer quelque chose de médiocre, en termes de design en tout cas. Par contre, voilà, j'ai pu me pointer, et là, c'est un moment assez impressionnant, parce que c'est la première fois que je faisais ça. Donc, je me souviens très bien, c'était un jeudi soir, dans ce local,
avec des investisseurs, j'en connais pas un, je sais pas qui est dans la salle, je sais pas combien ils seront. Et là, je me retrouve donc à passer après une autre personne devant ce groupe parterre d'investisseurs. J'arrive avec mon ordi et là, je vois une trentaine d'hommes, que des entrepreneurs hyper réputés de ma région, que je connaissais que de nom, vite fait de visu, et qui sont là, me parlent pas, me disent juste bonjour. Je branche mon ordi avec mon PowerPoint horrible et je me retrouve pour la première fois à faire un vrai pitch en live devant des investisseurs pour tout simplement pouvoir développer ma boîte, parce qu'à ce moment-là, j'ai très peu de réseau, je ne sais pas forcément non plus comment aller récupérer rapidement pas mal d'argent. Donc je fais ce pitch, plus ou moins de qualité. En tout cas, il se trouve qu'a priori ça a fonctionné, parce que le lendemain matin, on m'appelle, on me dit « Jean-Charles, on a beaucoup aimé ta prestation, ton business, ta personnalité. » Il me propose d'investir dans la boîte. Et 2-3 semaines après, du coup, on a eu notre première levée de fonds. Alors, c'était un petit montant pour l'époque, c'était quelque chose autour de 150 000 euros. Donc voilà, on se retrouve avec des fonds. On a la deuxième ville qui est en cours de lancement. L'été 2016 hyper intensif à ce moment-là. Je suis de plus en plus connu localement, il y a plein d'entrepreneurs qui veulent me rencontrer, je commence à faire attention parce que voilà, il y a vraiment beaucoup d'attention autour de nous, et notamment autour de moi étant le dirigeant de cette boîte. La presse qui veut nous contacter, même les politiques locaux qui essayent de nous utiliser, nous instrumentaliser parfois pour faire des photos avec nous, ce genre de choses. Donc, j'essaie de faire attention, de me créer une bulle autour de moi pour ne pas partir dans tous les sens. Partie 3, 2017, le scale. Et là, les choses s'accélèrent encore plus. On a levé une première fois, on ouvre la messe, ça part très fort, on continue à avoir de la croissance sur la première ville, de plus en plus de visibilité, de plus en plus de clients. On est sur du 30, 50%, 100% de croissance mensuelle. C'est vraiment une courbe hyper rapide. On passe énormément de temps à l'époque à recruter autant des équipes, des salariés, des nouveaux partenaires, restaurateurs et surtout des livreurs, parce qu'il fallait toujours mettre suffisamment de livreurs pour pouvoir délivrer les commandes. Et en fait, cette visibilité, cette croissance fait que très vite, même pas 6 mois après, on relève à nouveau des fonds, cette fois-ci avec un fonds de ce qu'on appelle le venture capital, donc là des investisseurs professionnels qui rentrent au capital, ce qui nous permet à ce moment-là de lever une somme de l'ordre de quelque chose de l'ordre de 500 600 000 euros supplémentaires, avec en plus des prêts bancaires, des mécanismes publics, notamment ce qu'on appelle la BPI, la Banque publique d'investissement, qui font qu'on peut faire des effets de levier à partir de nos investissements privés. Et là, c'est ce qu'on appelle la phase de scale que je suis en train de vivre, autant l'entreprise que moi personnellement en tant que dirigeant, parce qu'on peut vous rendre compte, en un an, à ce moment-là, on va passer de 6 personnes dans l'équipe à plus de 25 salariés, et même au pic avec les stagiaires à près de 30 personnes, et en 12 mois. Et on est passé de 2 villes à 7 villes en France sur ce laps de temps. Et ce qui n'était pas évident, c'est que à ce moment-là, moi, je me retrouve dans une situation où il faut réussir à gérer sa vie personnelle. Moi, j'avais eu des petits problèmes à l'époque, notamment dans ma relation de couple, qui n'était pas évidente à stabiliser, à avoir un rapport sain, en fait. Parce que je me retrouve vraiment, moi, jeune entrepreneur de 25-26 ans, énormément de croissance, énormément de responsabilités. Donc, il faut gérer le perso, énormément de gestion, on va dire aussi personnelle, mais au sens pro, parce que beaucoup de sollicitations. Donc il faut réussir encore une fois à bien se préserver, ce qui est pas évident, à maintenir un semblant de vie sociale, mais surtout un semblant de vie sportive aussi. J'ai eu beaucoup de mal lors de cette année 2017, justement, contrairement aux années précédentes, à prendre soin de moi, à prendre du temps pour faire du sport, pour aller marcher, pour me ressourcer. J'ai vraiment été pris dans un tunnel de travail cette année-là. Et le paradoxe, c'est que ça me paraissait moins intense que l'année précédente parce que je bougeais beaucoup moins physiquement, parce que cette fois-ci, j'ai commencé à structurer. Mon travail n'était plus de faire le produit, d'aller voir les restaurateurs, d'être le commercial. C'était vraiment de penser l'entreprise, à structurer, développer la vision, passer mes journées à recruter de nouvelles personnes et à faire des erreurs qui m'ont coûté plus ou moins cher, de recrutement, de système, de process, qu'il fallait que je corrige rapidement. Moi, j'étais tout en train d'apprendre, de lire des livres, de rencontrer des experts aussi, des gens qui avaient fait, des entrepreneurs qui avaient fait ce que j'essayais de faire. Et voilà, c'était vraiment une quête perpétuelle de comment je peux mieux faire, comment on peut aller plus vite, comment je peux mieux structurer. Et en fait, je ne me suis pas rendu compte, mais c'était mon métier qui était en train de changer. Il fallait absolument que je progresse là-dessus. Et donc à ce moment-là, comme je vous dis,
on ouvre des villes, puisque l'enjeu à ce moment, c'est que les gros acteurs commencent à arriver dans les villes, ce qu'on appelle nous les villes intermédiaires. Donc on avait notre vision qui était d'ouvrir des villes entre 100 et 200 000 habitants, donc ce que j'appelais les villes intermédiaires. Il y en avait une quarantaine en France, des villes comme Nancy que je comprenais bien mieux que des villes comme Paris, Lyon, Bordeaux. Les gros acteurs comme Deliveroo et ensuite Uber Eats commençaient à ouvrir les grandes villes, donc les 5-6 plus grandes villes françaises. Moi, ce que je m'étais dit, c'est bien, je vais avoir le temps, du moins, il faut que je le prenne ce temps, et que j'attaque les petites villes, les villes moyennes, pour pouvoir prendre le marché, pour me spécialiser, pour prendre de la valeur, et potentiellement après aller dans d'autres pays avec la même stratégie. Voilà, c'était à peu près ma vision à l'époque, qui fonctionnait bien. Sauf qu'à partir de la 3e, 4e ville, on a Deliveroo qui a commencé à nous suivre, en fait, tout simplement. Donc, quand j'envoyais quelqu'un pour ouvrir une ville, ce qu'on appelait le launcher, donc quelqu'un que j'avais spécialisé avec moi en lancement de ville, et il y avait quelqu'un de Deliveroo qui nous suivait à la trace et qui ouvrait les restaurants, et du moins les villes, au même moment. Ce qui faisait pour la première fois, on avait une concurrence frontale avec des acteurs internationaux, alors qu'historiquement, nos compétiteurs étaient notre équivalent local, qui à chaque fois, du coup, on était en compétition avec eux. Il se trouve qu'au niveau local, on a toujours réussi à s'en sortir, à être gagnant par rapport à ces concurrents français, du coup, locaux. Et là, pour la première fois, concurrence plus sérieuse, ce que j'avais dit à mes équipes à l'époque, on rentre dans la Ligue des Champions, il va falloir se mettre au niveau. Et ça s'est vérifié parce que des entreprises comme Deliveroo, comme Uber Eats, n'ont évidemment pas les mêmes moyens, pas la même qualité de process, pas la même vision, tout est différent de se battre contre des entreprises locales. Donc il y a quand même ce coup de pression, mine de rien, on a les gros qui commencent à nous suivre, on ouvre beaucoup de villes, il faut tout apprendre sur le tas, et à ce moment-là, on se lance sur quelque chose qui va être fondamental pour la suite de l'histoire, c'est qu'on arrive un petit peu au bout de notre capacité à gérer la partie technique. Parce que ce que je n'ai pas dit en début de vidéo, c'est que une des erreurs a posteriori que j'ai peut-être faites, ça a été de ne pas persévérer dans la recherche de mon associé technique au début de l'entreprise. On avait testé plusieurs personnes à la suite, au tout début de l'entreprise en 2015, et en fait on n'a pas trouvé le bon fit, autant d'un point de vue technique que d'un point de vue humain. On avait beaucoup de mal à ce niveau-là. Donc avec mon associé de l'époque, on s'est dit c'est pas grave, on va se débrouiller. On a fait par nous-mêmes les premières versions du site. On a trouvé des briques sur lesquelles on pouvait se plugger pour pouvoir avoir un service de gestion des livraisons. On utilisait un outil américain qui coûtait très cher, mais qui au moins on pouvait plugger à notre site qui était sur WordPress à l'époque. Parle aux tech, à ceux qui font des sites. Et donc on s'est retrouvé avec une tech faite maison d'une certaine manière, mais low-tech et pas forcément bien pensée. Donc avec quelque chose de très limité, une dette technique qui commence à se construire et une croissance qui n'arrête pas d'évoluer alors que la tech, elle, reste au même endroit. Et donc on sent à ce moment-là, en 2017, qu'il va falloir passer quand même un cap. C'est pas sérieux à ce moment-là de faire des centaines de milliers d'euros, même des millions de chiffres d'affaires sans avoir une tech décente. Et donc, comme nous n'avons pas réussi avant ça à trouver un associé, on fait le choix de nous associer avec ce qu'on appelle une SS2I, donc une agence de développement, qui était donc des gens qu'on connaissait, la meilleure ou une des meilleures agences de développement à l'époque de Nancy. Et l'erreur que je pense que je fais à ce moment-là, elle est double, c'est de passer par ce genre d'agence qui au final ont des intérêts qui ne sont pas forcément alignés à 100% avec vous, une logique de staffing, une logique de gestion des coûts. Il y a plein de choses qui font que leur intérêt n'est pas forcément exactement le même que celui d'une startup qui a besoin de rapidité, d'agilité. Ils peuvent très bien avoir des très bonnes intentions, c'est juste les modèles sont divergents en termes d'intérêt. Et surtout, moi, je pilote le projet en n'étant pas tech et en ayant une connaissance relativement maigre, en fait, aussi bien en termes de jargon, en termes de comment driver cette agence. Et là, je pense que mon erreur, j'aurais dû m'entourer d'un excellent CTO, quelqu'un d'expérimenté. Malheureusement, autant mes investisseurs que moi, on n'a pas eu ce réflexe à ce moment-là de nous entourer. Donc, j'ai géré dans un premier temps moi-même les relations avec cette agence. On y reviendra plus tard, mais voilà, c'était un projet qu'on a lancé en 2017 et qui va nous suivre jusqu'en 2018. Donc, l'année 2017 avance, la croissance continue. Il y a des villes qui partent très bien, il y a des villes c'est un peu plus difficile. Ça dépend globalement, on a le business qui tourne, notamment sur nos deux premières villes, Nancy et Metz, qui cartonnent.
On arrive à rentabilité sur ces villes, donc on peut proposer aux investisseurs un modèle où on leur dit voilà, il nous faut tant de temps pour arriver à rentabilité avec cette structure de coûts. Donc voilà comment on structure en termes d'effectifs, voilà comment on développe une ville, on recrute les partenaires, les livreurs, on fait du marketing, on va chercher de la croissance, on recrute des clients, différentes manières d'acquisition. Alors, on structure vraiment l'entreprise, vraiment au global et aux villes par ville. On arrive fin 2017 et on est vraiment dans une super situation. On est peut-être à une bonne vingtaine à ce moment-là, presque 25, et fin 2017. J'organise à ce moment-là le premier séminaire d'entreprise. Donc on prend des vacances, entre guillemets, en tout cas quelques jours ensemble avec toute l'équipe, dans des chalets dans notre région, dans les Vosges de mémoire. Et à ce moment-là, c'est quelque chose qui m'a marqué, c'est que l'entreprise va bien, globalement, de l'extérieur, les employés sont plutôt contents, il y a de la croissance, il y a des moments difficiles, mais globalement, ça se passe bien. Mais à ce moment-là, moi, je sens que l'année 2018 va être plus compliquée. Je vous l'ai dit, du coup, on a travaillé depuis 6 mois avant ça avec des développeurs, donc l'agence sur le projet, et ils commencent à avoir des retards. La communication n'est pas évidente, j'ai du mal à suivre, je mets quelqu'un pour gérer le projet à ma place, en tout cas en soutien, une product manager, mais on sent que voilà, ça va être compliqué. Il faut se rendre compte qu'il y a énormément d'outils qu'on développe à ce moment. C'est un parc conséquent, il y a un site internet, une application pour les clients, une application pour les livreurs, une application pour les restaurants, une application de site aussi pour les restaurateurs. Enfin, il y a énormément de choses qu'on développait de front avec eux. Et donc on se retrouve donc avec une belle année, globalement, on a explosé tous nos records évidemment en start-up qui se respectent, qui croient sur les 2017, mais on a ce hic et je sens que l'année 2018 va être dure, il y a un trou dans la coque, on ne le sait pas encore, du moins l'équipe ne sait pas encore, le public ne sait pas encore, mais voilà, mes discussions avec eux, je me rends compte que ça va être difficile. Partie 4, 2018, les galères et la chute. Ça ne va pas louper. On est en février-mars 2018, donc quelques mois après le séminaire. Et pour la première fois de l'histoire de l'entreprise, on a un mois à croissance nulle. Ça veut dire qu'on a fait le même nombre de commandes et le montant de chiffre d'affaires que le mois précédent, ce qui peut paraître pas très grave pour certaines entreprises. Mais pour nous, dans une logique de croissance, où on investit dans la croissance, où on investit dans le recrutement, où on doit montrer des bonnes métriques aux investisseurs actuels, à des investisseurs futurs, c'est catastrophique de faire ça. Ça montre la fragilité aussi d'une start-up et du modèle, c'est qu'on ne peut pas se louper sur un mois peut-être, en tout cas pas sur plusieurs mois. Et là, en l'occurrence, il y a notre premier mois, on va faire une croissance nulle. En parallèle, le projet avec l'agence de développement s'embourbe. On a vraiment maintenant du retard. Les deadlines sont dépassés depuis un certain temps. On ne trouve pas de solution. J'ai beaucoup de mal à piloter à ce moment-là le projet qui met pas mal sous tension. Eux aussi sont sous tension. Ils ont perdu des effectifs par des problèmes de managériaux de leur côté qu'on n'avait pas compris tout de suite. Ils n'ont pas forcément été transparents à ce niveau-là. Les boss, à l'époque-là, reprennent même le projet eux-mêmes pour essayer de délivrer au mieux ce qu'ils nous ont promis avec la mission. Sauf que là, des alignements d'intérêts sont à leur maximum, parce qu'on a une agence qui est en train de péricliter, potentiellement en perdant des effectifs, un projet qui dure plus longtemps que prévu pour eux, donc moins de projets qu'ils peuvent récupérer. Ils se mettent à nous facturer des montants supplémentaires sur un projet qui n'est pas terminé, où nous on a déjà du retard et on a déjà un impact, parce que nous de l'autre côté on paye des outils pour compenser le fait de ne pas avoir cette tech, donc on paye plus d'un côté, ils nous renvoient des factures de l'autre, on a la croissance au-dessus qui stagne, donc de l'argent prévu dans le prévisionnel qui ne rentre pas. Enfin, vous imaginez que là c'est catastrophique, et tout ça, ce qui est dingue, c'est que, encore une fois, c'est vraiment sur 1-2 mois où ça passe de ça croît. Et du coup, le discours tient, l'histoire tient bien et on peut raconter quelque chose de beau aux investisseurs et on a de la croissance et tout va bien, entre guillemets, à un problème, on amène un deuxième, qu'on amène un troisième, qu'on amène un quatrième. Et là, on rentre dans un cycle hyper compliqué parce que chaque semaine, c'est des tensions supplémentaires, des rendez-vous horribles. Franchement, c'était très très dur ces rendez-vous avec cette entreprise. Et avec le recul maintenant, c'est même pas contre eux. En réalité, c'est juste, on était tous en galère. Personne n'avait de solution pour comment sortir de ce bourbier, aussi bien eux que nous. Humainement, je vous cache pas que ça a complètement détruit les relations avec ces personnes, évidemment. Donc, on avait même été obligé, pour vous dire à l'époque, de faire un faux audit de nos investisseurs
qui demandait à auditer le travail fait sur la technique pour pouvoir récupérer en secret le code qu'on a transféré ensuite aux investisseurs, enfin à l'agence dev d'un de nos investisseurs, qui avait une des très grosses agences aussi de la région et du Luxembourg. Et vous vous rendez compte, vraiment, on arrive à des dingueries comme ça, où on est obligé de faker quelque chose, tellement on n'a plus confiance en ces personnes qui étaient dans l'irrationnel comme nous à ce moment-là, parce qu'eux-mêmes étaient en difficulté financière dû à notre projet. Et on s'est retrouvé vraiment dans ce cycle où il fallait gérer ça. En même temps, il faut gérer comment faire plus de croissance sur une tech qui est en train d'imploser. Donc on se rend compte, une tech qui ne suit plus. En fait, il y avait même un moment des soirées, je me souviens, où il y avait des coupures. On ne pouvait plus prendre de livraison pendant peut-être 1 heure sur un service où les gens veulent tout à la minute, où les gens n'ont plus le temps pour rien. Encore plus quand on parle de nourriture et de repas, de repas le soir. Et des concurrents qui sont présents, qui, si vous loupez, eux, ils sont là, ils récupèrent vos clients, et après, vous les perdez. Concrètement, les clients, ils allaient d'un acteur à l'autre dès qu'il y avait un problème, ou dès qu'il y avait un coupon. C'était déjà très dur d'acquérir un client, d'avoir la rétention sur ses clients, mais si on fait des problèmes, s'il y a des problèmes comme ça, c'est pas la peine. Et en parallèle donc, de tout ça, plein d'autres problèmes que je peux vous épargner, mais voilà, des employés évidemment qui sentent que certains qu'il y a des premières difficultés, donc il y a des vrais visages qui se révèlent aussi pour certains, d'autres qui ont été très, très loyaux, mais voilà, il y a eu des difficultés que je peux comprendre aussi, chacun doit jouer aussi ses propres cartes et voilà, se positionner. Mais voilà, se rendre compte, c'est très difficile en fait dans ce genre d'aventure start-up qui sont très fragiles, c'est que dès qu'il y a un grain de sable dans la machine part en vrille et c'est très dur de récupérer la machine à la vitesse à laquelle on est censé aller et à laquelle on va en réalité, parce que même si on n'a pas de croissance, on est quand même des machines, c'est des Formule 1, c'est vraiment, ça va très vite. Il y a des process qui doivent être créés tout en ayant de la croissance, tout en recrutant. Enfin, c'est un vrai exercice d'équilibriste. Et donc voilà, des employés qui commencent à colporter certaines rumeurs, la presse qui n'est pas évidente à gérer, les mauvais côtés d'être connu, c'est que d'un coup, il y a des informations qui commencent à fuiter à droite à gauche, dans ma région, dans d'autres villes on est implanté. Et en parallèle, je pars sur ce qu'on appelle un roadshow, donc simplement un ensemble de rendez-vous avec un objectif précis qui était lever des fonds supplémentaires pour croître. Et pour la première fois de l'histoire de la boîte, on ouvrait aussi la possibilité de se faire racheter par un acteur existant qui allait pouvoir justement pallier nos problématiques techniques qu'on n'arrivait pas à régler, parce qu'eux avaient le même business que nous, donc les mêmes caractéristiques, les mêmes types d'outils techniques, mais plus matures que les nôtres, et qui fonctionnent tout simplement, correctement. Et plugger en fait notre vision, notre manière de travailler, nos talents, notre équipe, et notre capacité à ouvrir des villes de taille similaire rapidement aux 4 coins de la France. Donc on parle notamment à un acteur précis. Donc je pars en roadshow à Paris, on recherche environ 4 à 6 millions d'euros à ce moment-là pour ouvrir une vingtaine de villes supplémentaires. En parallèle, comme je vous dis, potentiellement à vendre l'entreprise si une opportunité intéressante se profile. Et le problème, c'est que chaque mois qui passe, et chaque semaine, les problèmes s'accumulent. On fait un deuxième mois avec une croissance, je crois qu'on fait de l'ordre de plus 2, plus 3%, donc on n'arrive plus à croître en réalité. De plus en plus de problèmes tech. Le projet qui continue, ça vous avez compris du coup, mais le projet qui va nulle part, on continue à nous envoyer des factures délirantes à ce moment-là, complètement décorrélées du travail effectué. On nous facture du temps homme qui n'existe pas, parce qu'ils n'ont plus de salariés à ce moment-là qui travaillent sur le projet. Donc à se prendre même des menaces, du prud'homme et autres par rapport à des impayés en fait complètement délirants qu'on doit gérer en parallèle avec des avocats. Moi je me retrouve donc situation complexe, à ce moment-là en plus personnellement compliqué, je dois revenir à ce moment chez ma mère parce que je me suis séparé à l'époque de ma copine de l'époque. Donc j'ai pas le temps de gérer la paperasse, j'étais en appart donc je pars, je laisse l'appartement, je retourne à l'appartement de ma mère. À ce moment-là, je suis censé gérer la boîte la plus cool de ma ville et je dors dans le salon de ma mère sur un matelas qu'on met par terre pendant des mois. Tellement, j'ai certainement pas le temps de trouver un appart dans ces conditions. Et pour autant, il faut gérer cette entreprise. Donc je cherche plein de solutions. On avance difficilement avec les investisseurs. À Paris, logiquement, ils nous disent vous avez des concurrents qui sont déjà bien implantés, qui ont beaucoup plus de moyens que vous, qui dans certaines villes n'arrivent pas à vous battre, mais dans d'autres sont en train de vous tenir la dragée haute.
À raison ou non, il y avait une concurrence, mais voilà, c'est ce qui est normal. Et moi, j'étais persuadé qu'on était capable de développer le modèle de manière saine et rentable dans un maximum de villes dans notre typologie idoine, celle qu'on préférait, les villes entre 100 et 200 000 habitants. Et donc, malgré tout, les investisseurs ne suivent pas. Le manque de croissance, à ce moment-là, clairement, a été fatal. En plus, le fait de ne pas forcément être une boîte implantée à Paris, ce n'est pas la seule raison, mais ça joue aussi. C'est toujours plus simple quand on est dans le petit Paris ou qu'on a fait les bonnes écoles. Bon, ce n'est pas forcément le sujet de la vidéo, mais c'est un ensemble qui fait qu'on n'a pas réussi à lever de fonds à ce moment-là avec ces acteurs. Localement, c'était impossible de trouver autant d'argent. On n'a pas les reins assez solides dans notre région, en tout cas d'où je suis originaire, pour pouvoir suivre sur ce genre de montant, en tout cas à l'époque. Et donc, il a fallu aller à fond sur la carte rachat de la boîte, vente de la boîte. On a avancé avec cet acteur, c'était un gros acteur anglais qui avait une antenne en France, qui avait racheté lui-même une entreprise française quelques années avant nous, une vingtaine de millions d'euros. Et on commence donc à discuter très sérieusement. Donc, il y a un audit qui commence à être fait. L'entreprise, la partie française de l'entreprise est clairement intéressée de nous racheter. On combine parfaitement avec leurs besoins. Eux ne savent pas faire à ce moment-là notre modèle où on gère nous-mêmes les livreurs, on sait s'implanter dans des moyennes villes françaises et on sait les faire grossir relativement vite pour arriver à rentabilité. Eux sont plutôt sur un modèle où ils permettent à des restaurateurs ayant des livreurs de gérer des livraisons grâce à une interface et de prendre des commandes, mais pas vraiment de faire du full stack à gérer l'ensemble de la chaîne de valeur. Qu'on avance là-dessus. Problème, c'est que ça va de pire en pire du côté business. Impact nécessaire, on ne trouve pas d'argent, donc je suis obligé de faire un prêt avec l'entreprise pour pouvoir sauver les meubles pendant le printemps et l'été 2018. On creuse la trésor, donc à ce moment-là, je pense qu'on doit dépenser peut-être 2 fois plus, si ce n'est pas 3 fois plus d'argent que ce qui était prévu, parce qu'en fait, on gagne moins d'argent, on en dépense plus, on a du retard, bref, toutes les charges ont augmenté et toutes les rentrées ont diminué. Donc d'un coup, on se retrouve plutôt que d'être à 100, on est à moins 100, plus 100, donc à plus du double du coup de ce qu'on devrait dépenser. Donc c'est hyper compliqué à gérer. Je passe énormément de temps en fait, à Paris et au Luxembourg pour trouver des solutions. En interne, encore une fois, les équipes sentent que ça ne va pas. Il y a des problèmes avec certains membres de l'équipe que je suis obligé de faire sortir à certains moments dans ce laps de temps. Et donc je cherche à ce moment-là absolument à vendre la boîte. Les semaines passent, on continue à travailler avec l'acquéreur potentiel. Et là, un jour, très très bonne nouvelle, ils nous émettent ce qu'on appelle une lettre d'intention, donc une envie vraiment formelle de racheter l'entreprise. Donc c'est un document pas officiel à 100%, mais en tout cas qui montre une forme d'engagement important quand même de la part d'un acteur. Et on rentre du coup dans vraiment le processus de rachat au sens concret avec détermination de la valorisation de l'entreprise, la valorisation du rachat, le package global, donc qu'est-ce qu'il nous propose, combien de temps doit rester l'entreprise, qu'est-ce qu'on devra faire dans l'entreprise, qui est-ce qu'ils intègrent dans l'entreprise ou non, comment on structure notre business dans leur business. Voilà, on parle vraiment des vraies choses. Ils ont accès aussi à des informations assez confidentielles de l'entreprise. Donc ça se développe. Et le deal finit donc même par être validé par le boss de l'antenne française, avec qui je parlais en réalité même depuis plusieurs années. C'est parce que ça faisait 6 mois qu'on parlait vraiment pour le rachat, mais on se connaissait depuis presque 2 ans avant cela. Et on arrive donc à ce fameux coup de téléphone. On se remet dans le contexte, on est en juin. À ce moment-là, on n'a plus qu'1 mois de trésorerie. Donc, autrement dit, si on ne vend pas l'entreprise, suite à cet appel, on est quasiment mort. Et cette journée, je m'en souviendrai toute ma vie. Concrètement, c'était soit il m'appelait, il nous faisait un chèque de plusieurs millions, donc on était autour des 8-10 millions d'euros potentiels. Je me retrouve multimillionnaire à travailler avec eux pendant 2-3 ans pour développer l'entreprise. Après, j'aurais pu, si je souhaitais, partir et développer donc mes propres business, faire d'autres choses, ou ne pas racheter la boîte et devoir subir les conséquences d'un non-rachat. J'attends toute la journée. En fait, à ce moment-là, ce qui est particulier, c'est que quand vous avez une décision, enfin, en tout cas une attente aussi importante, en l'occurrence une vente ou une non-vente, il n'y a pas grand-chose en fait, que vous pouvez faire d'un point de vue business qu'à l'utilité. Je n'allais pas démarcher un partenaire, je n'allais pas faire une campagne marketing, je n'allais pas corriger un bug je ne sais où. La seule chose que je pouvais faire, c'était attendre. Et je me souviens, c'était une très longue journée.
Le matin, je ne suis même pas allé au bureau. Je me souviens, j'avais regardé un film sur Albert Camus à l'époque. Voilà, j'ai essayé de patienter, d'aller marcher, d'attendre, de prendre mon mal en patience. Les heures passent, le matin, le midi, l'après-midi. J'attends. Et on arrive fin d'après-midi, début de soirée, vers 19h. J'ai ce fameux appel avec donc, le dirigeant de l'antenne française. Et donc voilà, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Est-ce que le boss monde a validé ou non le rachat de l'entreprise ? Et voilà, il m'explique à ce moment-là, donc très rapidement, de manière assez abrupte, non, on va pas le faire, je suis désolé. Il m'explique, il y a eu un changement de politique, un gros move qui a été fait en interne à cause, justement, il m'explique à ce moment-là qu'il y a un gros concurrent qui avait changé quelque chose dans sa stratégie, qui avait impacté le groupe qui devait nous racheter, et c'était un impact qui avait causé des milliards de dommages, des milliards de pertes en valorisation au groupe. Et donc, c'était pas forcément qu'ils ne voulaient pas nous racheter, mais qu'ils ne pouvaient pas nous racheter, en tout cas, dans un horizon à court terme, car ils avaient d'autres chats à fouetter, tout simplement, et qu'on était pour une toute petite opération par rapport à des gros problèmes qu'ils avaient à gérer. Et du coup, on s'est retrouvés en fait, dans une situation où ils ont mis en pause, avec une ouverture, disons, potentielle de rachat, même si c'était un nom gentleman. En tout cas, ils n'étaient pas prêts à aller au bout de l'opération qui, pourtant, avait été prévalidée par l'antenne française. Et donc, on s'est retrouvés dans une situation catastrophique, puisque, on n'était pas racheté. On aurait été presque même prêt à descendre peut-être potentiellement la valorisation pour être sûr de pouvoir se faire racheter un certain montant, récupérer quand même une belle somme d'argent avec mes associés et proposer encore le service au maximum avec une meilleure techno à nos clients, à nos partenaires. Et malheureusement, ça ne s'est pas fait. Donc là, c'est 6 mois de travail avec eux, on raccroche le téléphone, et là, terminé. C'est comme une rupture amoureuse, il y a une discussion, ça s'arrête, et après, la vie reprend, la vie doit continuer. Et là, ça a été compliqué, pour être honnête, parce que, en fait, on n'a pas trop le temps de réfléchir à ce qui se passe. Il faudrait vraiment se mettre en mode survie. Et je me souviens que dès le lendemain matin, très tôt avec mon associé, en fait, on a travaillé sur une multitude de plans potentiels pour sauver l'entreprise. Donc on avait 1 mois pour sauver l'entreprise. On a essayé de refinancer l'entreprise avec les investisseurs historiques et les banques pour pouvoir financer l'entreprise jusqu'à la rentabilité. Pour cela, on a viré, alors c'est pas vraiment viré à ce moment-là, c'est qu'on a séparé de plus de la moitié de l'effectif. Donc on s'est retrouvé, on devait être 27 personnes, on est passé à 12 personnes en un jour en fait. J'ai dû me licencier les 2 tiers de mon effectif en une journée en juillet 2018. Quelque chose que je ne souhaite pas forcément aux entrepreneurs de vivre. On se retrouve dans cette situation. Finalement, on n'arrive pas à se faire financer. On a nos investisseurs historiques qui sortent du deal, ce qui fait qu'on n'arrive pas à récolter l'argent parce qu'il fallait que tout le monde puisse investir au même moment. Et j'ai dû, 7-10 jours avant vraiment la rupture de cash et la liquidation, faire un article sur Medium à l'époque où j'explique tout simplement l'histoire de l'entreprise et qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve dans cette situation. J'avais fait cet article à l'époque, non pas pour racheter la boîte et potentiellement la sauver, même s'il y avait cet intérêt, c'était surtout pour contrôler la narrative et expliquer tout simplement ce qui s'était passé. Qu'on n'était pas des guignols, des gens qui avaient fait n'importe quoi, on avait fait de notre mieux, on avait fait énormément, pas d'erreurs, mais aussi énormément de bonnes choses. On était des entrepreneurs qui avaient vraiment une vision et qu'on avait poussé au maximum avec le modèle startup, donc avec les bons et les mauvais côtés. Et d'expliquer vraiment ce qui nous avait conduit, donc cette série de mauvais événements, de mauvais timing, qui nous avait conduit du coup potentiellement à devoir arrêter notre service. L'article a été viral tout simplement, très vite, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 vues vraiment dans l'écosystème français à l'époque. Je pense que tout le monde l'a vu passer le jour-là, en tout cas beaucoup de monde. Et j'ai eu à ce moment-là des propositions de rachats divers et variés de tous mes concurrents ou acteurs que je ne connaissais pas forcément. Des fois, il y a même des boîtes, je pensais qu'elles n'existaient plus, qui m'avaient contacté pour potentiellement racheter les fonds de tiroir. Et finalement, le miracle a fait qu'on a réussi à céder l'entreprise donc avec un acteur historique, notamment une filiale de la Poste, qui avait repris l'entreprise à l'époque, qui a pu du coup récupérer au maximum les assets, travailler avec nous sur un plan de restructuration pendant plusieurs mois. J'ai passé peut-être 3 mois avec eux pendant l'été à la rentrée 2018, chose qui était très compliquée parce qu'on est millionnaire potentiellement à gérer une super boîte à la scaler dans toute la France,
à on travaille avec quelqu'un qui devient notre patron pendant quelques semaines, quelques mois, à nous dire ce qu'il faut faire, comment restructurer le truc, d'une entreprise qui n'avait pas forcément beaucoup plus d'envergure que nous à ce moment-là, qui faisait même pas, je pense, faisait moins de chiffre d'affaires que nous, donc de faire quelque chose sur l'année lycée autour de 4-5 millions de chiffre d'affaires, et ils en faisaient, il me semble, moins que nous à ce moment-là. Donc voilà, un moment pas évident. Donc voilà, donc j'ai fini par céder cette entreprise. Personnellement, est-ce que je me suis devenu riche avec ? Malheureusement, non. Clairement, en fait, quand on vend au rabais sa boîte, on ne gagne pas d'argent, tout simplement, par plein de raisons différentes. Les mécanismes font qu'on ne gagne pas d'argent. J'ai pas retiré d'argent de cette entreprise. Et donc, on va arriver tout simplement à la question finale, c'est à quoi bon ? À quoi bon prendre ce risque, monter une start-up, monter un business s'il y a autant de risques de finir avec zéro. Donc en même pas 2 mois, je suis passé de potentiel multimillionnaire à quelqu'un qui a dû sauver les meubles et vendre son entreprise en catastrophe pour pouvoir sauver la face, sauver les assets existants. Et donc la leçon qu'on pourrait se dire, c'est ça sert à rien de monter ce genre de boîte. Si c'est pour récupérer zéro à la fin, à quoi bon ? Et en fait, certes, j'aurais été heureux, j'aurais bien aimé récupérer ces grosses sommes d'argent, être multimillionnaire à 27 ans, ça aurait simplifié certaines choses dans ma vie, ça aurait aussi complexifié à d'autres aspects, j'aurais une vie très différente, je serais certainement pas en train de faire cette vidéo YouTube, à faire tout ce que je fais maintenant dans l'écriture, dans la création de contenu. Mais en tout cas, le message que j'ai envie de transmettre aux entrepreneurs ou aux aspirants entrepreneurs qui nous écoutent, c'est que dans tous les cas, ça vaut le coup, en fait. Ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que ça a été un accélérateur exceptionnel. J'ai pas pu faire mieux, je pense que j'aurais pas pu faire mieux en termes d'apprentissage et en termes d'ascenseur social même que cette entreprise. Parce que pour donner un exemple, moi avec mon BTS que j'étais en train de faire, on me proposait des salaires à 1200, 1300, 1500 euros en sortie d'études, donc à 23 ans. En ayant fait cette boîte de 23 à 27 ans, j'en suis sorti avec des propositions de salaire à 6 000, à 8 000, 10 000 euros, 15 000 euros net par mois. J'ai une proposition avec 15 000 euros net par mois au Luxembourg. Donc 10 fois plus que ce que j'aurais gagné 3 ans avant avec mon diplôme. Donc autrement dit, les compétences et la valeur qu'on va estimer en tout cas d'un entrepreneur qui a ce genre d'aventure sont importantes. On valorise énormément les entrepreneurs qui montent des business. Encore plus ceux qui montent des vrais business comme nous on avait, qui faisaient des millions de chiffres d'affaires, qui avaient des employés. Même rien que le fait d'entreprendre un projet, quel qu'il soit en réalité, vous allez gagner en valeur sur le marché. J'aime dire souvent que l'entrepreneuriat est moins risqué que le salariat pour cette raison. Vous allez vous lancer dans un projet, peu importe ce qui va se passer, vous allez choper des compétences, vous allez choper du réseau, et vous allez choper de la réputation, en tout cas une forme de valeur, une valeur perçue que vous prêtez les gens, qu'elle soit réelle ou non derrière. Ça, c'est la valeur réelle, c'est encore une autre dimension. Mais en tout cas, vous allez pouvoir être beaucoup plus valorisé d'un point de vue financier, d'un point de vue statutaire en société. Et donc rien que pour ça, entreprendre, ça vaut largement le coup. Et en réalité, notamment dans les modèles start-up, vous avez très peu de contrôle sur la finalité. Certes, on peut réduire le risque, on peut être plus smart dans certaines décisions, il y a des erreurs que j'aurais pu éviter, mais concrètement, je pouvais faire la même histoire, vendre la boîte même 3 millions, récupérer moi 1,5 million, et voilà, je me retrouve à 27 ans quand même avec 1,5 million, 1 million après impôt. C'est pas une méga success story, mais j'aurais pu faire un beau ticket, ça m'aurait complètement changé ma vie financièrement. Et ça, c'était à 2 doigts. C'était même plus d'argent en réalité que j'aurais pu récupérer avec cette opération. Donc c'est ça que je voulais dire, c'est vous avez tout intérêt à entreprendre, à lancer ce genre de projet, vous mettre dans des aventures qui vous obligent à vous challenger. Moi, voilà, je ne regretterai jamais de m'être lancé là-dedans, en tout cas dans l'entrepreneuriat au sens large. Grâce à ça, j'en bénéficie encore aujourd'hui. J'ai pu conseiller les startups de The Family que je suivais au loin, The Family, quand je me suis moi-même lancé en 2014. 4 ans après, j'étais un des conseillers principaux des startups de The Family à Paris, grâce à l'intermédiaire notamment d'Oussama et de l'équipe The Family. J'ai pu lancer des activités de consulting, des activités de coaching relativement bien payées grâce à cette antériorité, grâce à cette expérience. J'aurais jamais pu me faire aussi bien valoriser mes heures de coaching, mes programmes de coaching, sans une expérience concrète comme celle-ci, qu'il faut savoir évidemment storyteller, réutiliser, bien mettre en avant. Mais il y a une réalité que les gens ressentent. Quand je vous parle dans cette vidéo, si vous l'avez écouté jusque-là, vous voyez que j'ai vécu le truc. On ne peut pas la faker, cette histoire. Donc il y a un vécu, il y a un ressenti, il y a une expérience qui vaut de l'or en fait en réalité.
aussi bien d'un point de vue richesse, mémoire personnelle, que finance et carrière. Donc voilà, je peux que vous encourager encore une fois à vous lancer. Donc n'oubliez pas, le chèque à la fin il n'est pas en votre contrôle. Par contre, le chemin, l'expérience que vous accumulez, voilà, ça c'est hors de prix. Ça vaut énormément. Vous l'aurez forcément en vous lançant dans ce type de projet. Ce ne sera peut-être pas une start-up en 2024 ou les années 2020. Peut-être d'autres types d'entrepreneuriat, agences, soloprenariat ou autres. En tout cas, voilà, vous y gagnerez énormément à vous lancer. Donc lancez-vous tout simplement. C'est le message que j'ai à partager dans cette vidéo. Si vous avez aimé ce contenu, donc là c'était plus storytelling, mais si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, partagez-moi un petit message en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que cette histoire vous a évoqué. Ici, je publie donc une vidéo par semaine, donc pensez aussi à vous abonner. Et je vous invite à regarder maintenant cette vidéo qui pourra vous intéresser, qui sera plus dans le design de vie, mais dans la continuité au final de ce que j'ai appris en tant qu'entrepreneur. Je vous dis à très vite, c'était JCK.